Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, le président chinois Xi Jinping s'est rendu en Égypte le 21 janvier. Il s'agit de la seconde étape de sa tournée au Moyen-Orient. Il a été chaleureusement reçu par les autorités égyptiennes et s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, ainsi qu'avec le premier ministre du pays, Chérif Ismaïl. Xi Jinping a déclaré que la Chine encourage et soutient l'implication des entreprises chinoises dans les projets de grande envergure en Égypte et travaillera étroitement avec l'Égypte pour construire des infrastructures et augmenter la capacité industrielle. De part et d'autre, on s'est engagé à coopérer dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine soutient le monde arabe dans la résolution de ses problèmes lors de sa rencontre avec Nabil El Arabi, le secrétaire général de la Ligue arabe basée au Caire. Xi Jinping a estimé qu'il s'agissait d'une organisation régionale majeure qui a entrepris des efforts contribuant à l'indépendance de la population arabe. Le président chinois a souhaité que la Ligue puisse poursuivre son soutien à l'amitié sino-arabe. Nabil Al-Arabi a quant à lui rappelé que la Chine se tenait aux côtés du monde en développement, tout en ajoutant que la communauté arabe souhaite travailler conjointement avec Beijing dans les domaines économiques et politiques entre autres, dans le but d'obtenir des bénéfices mutuels. Lors d'un entretien avec Ali Abdellal, le président du Parlement égyptien récemment élu, le président Xi a déclaré que la Chine et l'Égypte devraient organiser davantage d'échanges parlementaires pour faire des contributions positives au développement de leurs relations. Le président Xi Jinping a dit que la Chine est prête à multiplier les visites de haut niveau, à maintenir et à élargir les échanges et la coopération entre les gouvernements, les parlements, les partis politiques et les groupes civils. Le président chinois a aussi dit souhaiter approfondir la coopération et la coordination des dossiers internationaux. M. Abdellal a salué les échanges entre parlementaires. Il a dit que le Parlement égyptien est enclin à approfondir les échanges et la coopération avec l'Assemblée populaire nationale de Chine. Les présidents chinois et égyptiens ont assisté aux célébrations dans l'ancienne cité de Luxor en Égypte. L'événement commémorait le 60e anniversaire des relations bilatérales entre les deux pays. C'était aussi l'occasion de marquer le début de l'année culturelle Égypte-Chine. Lors du spectacle, les deux nations ont pu s'exprimer. Par ailleurs, c'est un orchestre qui a clôturé cette soirée. Xi Jinping a invité les deux pays à accentuer l'amitié entre les peuples tout en renforçant la base de coopération bilatérale auprès de l'opinion publique. L'objectif étant de promouvoir le développement commun et la prospérité. Abdel Fattah al-Sisi, le président égyptien, a estimé qu'en participant aux événements de Luxor, le président chinois affichait un large soutien à l'Égypte. Le dirigeant égyptien a lui aussi souhaité un nouvel élan dans les échanges culturels. Un projet ferroviaire électrique fait partie des nombreux accords signés entre la Chine et l'Égypte lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping. De nombreux Égyptiens espèrent que les nouvelles lignes aideront à réduire la congestion au Caire et amélioreront leur qualité de vie. Il est 8 h du matin au Caire. Les voyageurs se pressent pour se rendre au travail et le métro est leur premier choix. Je prends le métro tous les jours, c'est très rapide, mais souvent nos trains ne sont pas confortables. Il n'y a jamais d'embouteillage, cela fait gagner du temps, c'est la raison pour laquelle je choisis de prendre le métro. La capitale est la ville la plus populaire et la plus peuplée d'Égypte. Grâce à son économie relativement élevée, cette tendance continuera. Le transport ferroviaire est le meilleur moyen de résoudre le problème de congestion de la ville. Le Caire possède à présent 3 lignes de métro s'étendant sur 75 km avec 65 arrêts. Le prix d'un ticket de métro ne coûte qu'une livre égyptienne, soit 10 centimes de dollars. Le prix bon marché et la commodité permet à 1,5 million de personnes de voyager sur chaque ligne chaque jour. Le Caire a une population de 17 millions d'habitants et ce chiffre augmentera à 25 millions. Les véhicules roulent à 12 km/h. Si nous n'agrandissons pas le système de métro,
les véhicules ne rouleront plus. L'Égypte prévoit également de construire une nouvelle capitale à une dizaine de kilomètres à l'est du Caire. Le pays a signé un accord avec la Chine pour construire un train léger reliant le Caire à 6 villes voisines pour créer de l'emploi et relocaliser les habitants à l'extérieur de la capitale. Lorsque cela sera achevé, la longueur totale des rails s'étendra sur 70 km et possédera 12 stations. Les trains sont conçus pour atteindre une vitesse maximum de 120 km/h. Le Caire est déjà surbondé. Nous avons besoin de déménager dans une nouvelle ville et je pense que le transport urbain est la solution à notre problème. Ce transport sera plus commode. Grâce au nouveau programme ferroviaire, la ville sera moins congestionnée et les habitants pourront voyager plus confortablement. Alors, un quotidien iranien a publié un article écrit par le président chinois Xi Jinping avant sa visite d'État les 22 et 23 janvier. Xi Jinping y appelle à une meilleure coopération et un renforcement des liens avec l'Iran. Le président chinois écrit qu'il échangera ses points de vue avec son homologue iranien sur les affaires régionales et internationales, ainsi que sur les progrès en matière de relations bilatérales. Il a précisé qu'en vertu du cadre de travail Une ceinture et une route, les deux pays peuvent améliorer leur confiance politique et partager leurs avancées de développement. Xi a précisé qu'il espérait que la Chine et l'Iran pourront travailler ensemble sur un réseau de transport visant à connecter l'Asie de l'Est et de l'Ouest et à étendre la coopération en matière d'énergie et d'industrie, enfin à améliorer la communication dans divers secteurs. Et plus de détails concernant l'article du président chinois publié par le quotidien Iran Daily. L'article évoque l'histoire et les récents développements des relations entre la Chine et l'Iran. Il est très optimiste concernant le futur de ces relations. Le journal est l'un des plus influents d'Iran. Et c'est la première fois qu'il publie un article écrit par un chef d'État étranger. La direction du quotidien dit que cet article de première page couvre les relations entre la Chine et l'Iran sur plusieurs aspects. L'article mentionne le passé des relations bilatérales et les rôles joués par la Chine et l'Iran dans les affaires du monde, ainsi que le futur des relations entre les deux pays. L'article a une grande signification et doit être lu par les Iraniens. Le directeur du journal dit que la visite va faciliter l'ouverture du journal sur la politique, l'économie et la culture chinoise. Et elle pourrait attirer l'attention des gens du peuple, qui chérissent l'histoire et le futur des relations entre l'Iran et la Chine. Je salue la visite du président Xi en Iran. L'article est très intéressant. Il mentionne les relations entre la Chine et l'Iran dans le passé, des pays qui, je pense, sont étroitement liés et jouissent d'une profonde amitié entre leurs peuples. L'article de M. Xi évoque également la collaboration entre les deux pays. Des érudits disent que cette visite est historique et que les deux pays devraient en saisir toutes les opportunités. L'initiative Une ceinture ou une route est un très bon mécanisme de coopération qui apporte de grandes opportunités aux pays situés le long de l'ancienne route de la soie. J'ai confiance dans cette proposition qui a un fort potentiel. Les analystes disent que la visite va accélérer le développement des relations bilatérales. Ils disent que l'Iran et la Chine vont travailler encore plus étroitement sur les sujets régionaux et internationaux. À la veille de la visite du président chinois en Iran, les Iraniens espèrent que les relations entre les deux pays pourront atteindre un nouveau niveau. En tant que vice-ministre de l'Iran en charge de l'industrie cinématographique, j'espère que les deux pays pourront avoir plus d'échanges culturels, en particulier dans le domaine de l'industrie cinématographique. Nous pouvons coopérer dans de nombreux domaines et nous pouvons investir ensemble dans plus de cinéma. Nous sommes contents que le président chinois visite l'Iran. Nous espérons que la Chine pourra accroître ses investissements en Iran et nous souhaitons travailler avec les entreprises chinoises et faire des affaires ensemble. En raison de la levée des sanctions, l'environnement est maintenant complètement différent. Nous espérons que la Chine approfondisse sa coopération avec l'Iran, en particulier dans le domaine économique, afin d'arriver à une solution gagnant-gagnant.
Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition présentée par Jonathan Messina. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lors du Forum économique mondial de Davos, le vice-président chinois Li Yuanchao a déclaré que la Chine continuerait à contribuer au développement de l'économie mondiale à l'avenir. Il a fait part de sa confiance dans l'économie du pays ainsi qu'en sa capacité à gérer la croissance à un taux décent. Écoutons-le. La Chine demeure une force motrice d'importance pour la croissance économique mondiale. C'est là mon premier point. Deuxièmement, la Chine a la confiance et la capacité de maintenir une croissance moyenne à élevée. Et alors que le monde ne peut ignorer le profond impact de la crise financière mondiale, son économie se trouve encore dans une période de profond ajustement. L'économie chinoise, étroitement connectée avec l'économie mondiale, est entrée dans une nouvelle normalité, passant d'une expansion quantitative rapide à une phase de recherche d'une qualité et d'une efficacité plus élevée. Pour les années à venir, la priorité de développement de la Chine est de maintenir une croissance modérée à élevée, de progresser sur les niveaux moyens à supérieurs de la chaîne d'approvisionnement et de fournir de nouvelles forces vives à l'économie. Le thème de cette année à Davos est la maîtrise de la 4e révolution industrielle. Ce concept est aussi appelé Industrie 4.0 et est devenu une expression à la mode partout dans le monde. Pour la Chine, il s'agit d'une occasion pour mettre sur les rails une importante transformation industrielle. Voici l'avenir du secteur manufacturier. Des entreprises et des instituts de recherche ont mis sur pied le premier laboratoire intelligent d'usine Industrie 4.0 en Chine. Le terme a d'abord été présenté en Allemagne, qui est un véritable leader dans cette révolution industrielle. Et en Chine, grâce au programme stratégique du pays Made in China 2025, l'accent est mis sur la convergence de divers concepts qui intègrent le numérique et le physique. Par exemple, l'Internet des objets, le système cyberphysique, l'avancement des données de masse et les infrastructures de communication. Cela signifie l'utilisation de l'auto-optimisation, de l'autoconfiguration et même de l'intelligence artificielle pour compléter des tâches complexes. Cela permettra une meilleure efficacité de coûts et des produits et des services de qualité supérieure. L'industrie 4.0 ne se concentre pas simplement sur des questions techniques, mais plutôt sur des concepts liés aux gens et à la gestion. Plusieurs ingénieurs allemands disent que les usines chinoises doivent d'abord adapter leur processus de production. L'industrie 4.0, ce n'est pas simplement l'automatisation. Au lieu de concevoir des usines sans humains, cela signifie plutôt des usines intelligentes qui mettent plus d'importance sur l'interaction de l'homme avec les robots. Au lieu de la production en série traditionnelle, des produits différents viendront de la même chaîne de production adaptés à chaque client. Les experts croient que les défis sont énormes, mais les opportunités le sont tout autant. Si nous voyons comment la Chine se sert de l'industrie 4.0, il y a quelques défis et quelques risques dans ce concept. On pense bien sûr à la perte d'emploi. Si vous augmentez la productivité, vous libérez beaucoup de main-d'œuvre et vous devez penser ce que vous pouvez faire avec cette main-d'œuvre. Donc il y a bien sûr une demande énorme pour la formation, particulièrement pour la formation professionnelle. Je pense que la Chine doit investir de façon importante dans la formation et aussi dans l'alphabétisation numérique pour faire face aux défis qui émergent en même temps que ces concepts. Peu importe s'il est question du développement de l'industrie 4.0 ou 5.0, on parle d'un changement important dans la façon de penser. Cela requiert des transformations structurelles et de l'innovation pour pouvoir s'assurer un niveau de compétitivité qui permettra de survivre. On s'attend à ce que l'industrie 4.0 ait un grand impact sur la chaîne de valeur de l'industrie. C'est essentiellement un mariage entre le monde numérique et le monde physique qui va créer un nouveau paysage industriel dans l'avenir. La dépréciation de la devise chinoise fait l'objet d'une attention croissante dans le monde. Les analystes pensent que le taux de change sur le marché des devises représentera un facteur crucial pour l'économie du pays. Les taux sur le marché de change représentent un grand défi pour la Chine. En 2016, l'économie chinoise a besoin de liquider son stock actuel, ce qui veut dire que cette année correspond à la plus fragile du ralentissement économique. En même temps, certains facteurs externes sont à prendre en considération, tels que la hausse des taux aux États-Unis, la forte volatilité des marchés émergents, ainsi que l'ajustement du marché financier mondial. Les deux principaux facteurs seront la fluctuation du taux de change sur les marchés des devises, ainsi que la circulation des capitaux à grande échelle.
Les analystes ont souligné que la Chine a pris des mesures concernant les réformes du régime du taux de change, la libéralisation des capitaux et la commercialisation des taux d'intérêt afin d'intégrer l'économie mondiale. À présent, la fluctuation du taux de change et la circulation des capitaux s'avèrent être les principaux enjeux en matière de gestion macroéconomique des risques. La nouvelle dépréciation du yuan va jouer dans le resserrement des liquidités à l'intérieur du pays. Cependant, certains analystes affirment que la politique de contrôle des capitaux menée par la Chine permettra de réduire les risques du taux du marché d'échange. Ils ont ajouté que la Chine peut toujours diminuer le taux de réserve obligatoire. Voici maintenant les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 3052,47 points, en hausse de 1,25%. Et l'indice des actions B a clôturé à 355,74 points, en hausse d'1,28%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1910,73 points, soit une hausse de 1,46%. L'indice des actions B a clôturé à 1164,08 points, en hausse de 1,34%. La bourse de Tokyo a fini vendredi en très forte hausse de près de 6%, profitant d'un rebond des prix du pétrole et des propos du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, laissant espérer aux investisseurs de nouvelles mesures de soutien monétaire en Europe. L'indice Nikkei a gagné 5,88% à 16 958,53 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Les entreprises d'État de Shanghai ont enregistré un record de bénéfices, 313 milliards de yuans en 2015, soit une hausse de 19% par rapport à l'année dernière. Cela est en partie dû aux réformes de la propriété au sein de ces entreprises. Le gouvernement a déclaré lors d'une réunion cette semaine que les réformes continueront cette année. Le gouvernement central lancera une série de réformes pilotes au sein des entreprises d'État dans 10 quartiers en 2016, dont des réformes de politique de titularité et d'embauche de directeurs exécutifs. Shanghai réalise également des réformes de titularité, dont l'introduction en bourse d'entreprises entières et non seulement les filiales rentables. L'entreprise Shanghai International Port Group a fait partie des premières entreprises locales à être nationalisées. L'entreprise a également commencé à offrir certaines de ses actions aux employés en tant qu'encouragement. Le nouveau système est en place depuis plus d'1 an et l'entreprise a été témoin de grands et d'encourageants changements dans ses opérations. Suite à l'introduction de la totalité de l'entreprise, la gestion et la structure de notre entreprise est devenue plus claire qu'avant. Nous avons des normes opérationnelles plus élevées, car nous sommes à présent une entreprise cotée en bourse. En d'autres termes, c'est comme mettre une entreprise dans un vase en verre, tout est ouvert et transparent. Nous avons commencé à donner des actions à nos employés en 2014 et aujourd'hui, ils prennent davantage soin des opérations de l'entreprise. Nous avons reçu 57 propositions cette année lors des réunions, alors que nous n'en avions qu'une sur 10 avant. L'objectif des entreprises d'État cotées en bourse est d'introduire de multiples actionnaires, dont des investisseurs privés, et de réduire la proportion des actions détenues par le gouvernement à un niveau plus modéré. Le gouvernement pense que cela aidera à relancer la productivité et la compétitivité des entreprises publiques. Elles sont habituellement imposantes, mais possèdent plus d'un commerce principal. Tous ces commerces ne sont pas forcément cotés en bourse. Pour résoudre ce problème, le gouvernement central a publié des directives pour classifier les cibles de réforme des entreprises d'État. Les entreprises d'État sont à présent divisées en entités commerciales d'un côté et d'un autre côté en entreprises impliquées dans la sécurité ou dans le contrôle de ressources naturelles. Mais selon les experts, classifier certaines entreprises d'État est un sérieux défi pour les réformes de cette année. Comme le marché s'est développé, les gens se sont de plus en plus sensibilisés sur la signification de la classification des entreprises d'État. Clairement, la réforme est dans la bonne voie, mais les limites de chaque classification ont été établies par les forces du marché. Par exemple, l'industrie de la télécommunication implique la sécurité de l'information, qui devrait être strictement contrôlée par le gouvernement. Mais pour le domaine du service de terminal, cela peut être ouvert pour la compétition du marché. Même si nous divisons les entreprises en deux catégories, la division détaillée est très compliquée et a besoin de beaucoup plus de considération.
La réforme des entreprises d'État a déjà rapporté de bons résultats pour 2015. Les entreprises d'État de la ville ont généré un total de revenus de 3 000 milliards de yuans, soit une hausse de 7% par rapport à l'an dernier. En plus des réformes de titularité, les entreprises d'État à Shanghai explorent également d'autres chemins pour augmenter leur rentabilité pour l'année à venir. L'entreprise Shanghai Port, par exemple, essaie un nouveau système pour embaucher les directeurs exécutifs et élargira les actions à ses employés cette année. L'aéroport international de Pudong à Shanghai a annoncé que 6 compagnies aériennes avaient remporté lors d'une loterie des créneaux horaires de vol. Il s'agissait d'un test des autorités chinoises pour l'attribution des allocations commerciales. Explication. 38 compagnies aériennes étaient candidates à l'attribution de 7 paires de créneaux horaires sur la nouvelle piste de l'aéroport de Pudong. Ces compagnies étaient divisées en 3 groupes. Les compagnies basées à Shanghai, les compagnies disposant d'au moins 4 créneaux horaires et les autres. China Eastern, la principale compagnie shanghaïenne, est arrivée en tête et se satisfait des résultats de la loterie. Nous pouvons utiliser ces créneaux pour des vols vers des destinations populaires, Beijing, Guangzhou, Shenzhen ou même Kunming ou Chongqing. Mais les grands gagnants de ce tirage au sort sont les petites compagnies qui le mois dernier avaient été écartées de l'attribution de créneaux à l'aéroport de Baiyun à Guangzhou. Spring Airlines est l'un des gagnants de Shanghai. Nous avons eu le créneau que nous voulions. Son coût est calculé sur le chiffre d'affaires moyen de tous les vols opérant sur ce créneau à l'aéroport de Pudong. Nous pensons que c'est équitable et acceptable. Les gagnants se voient attribuer ces créneaux pour 3 ans. Les coûts d'attribution dépendent du créneau, mais pour le créneau le plus cher, il fallait fournir un peu moins de 3 millions de yuan, ce qui fait peu, comparé aux 91 millions de yuan du créneau le plus cher de la vente aux enchères de Guangzhou. Les experts estiment que si un tirage au sort est plus équitable pour les petites compagnies dont les ressources sont limitées, le système de vente aux enchères reflète mieux la logique de marché. La valeur d'un créneau horaire dépend de la valeur que lui donne une compagnie. La compagnie va se baser sur les vols qu'elle ferait avec ce créneau et sur les retours financiers qu'elle en attend pour fixer cette valeur. Aussi longtemps que le mécanisme d'attribution reflète l'offre et la demande, je pense que ça va. Mais pour être franc, je pense que le système de mise aux enchères est préférable en termes d'allocation de ressources. Les créneaux horaires des aéroports de Beijing, Shanghai et Guangzhou sont les plus demandés de tout le pays. L'an dernier, les 2 aéroports de Shanghai ont accueilli 99 millions de passagers, soit 10% de plus que l'année précédente. Le gouvernement décidera ultérieurement quelle méthode, enchère ou loterie, il adoptera pour les attributions à l'échelle nationale. Et c'est la fin du monde de l'économie. Merci pour votre attention. On retourne maintenant au plateau avec Raïssa Girondin. Et ainsi s'achève cette édition. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.